Bon matin tout le monde, bienvenue à nos capsules hebdomadaires sur le fantasy dans la NLH. Comment tu vas, Ali? Ça va bien, toi, là? Pour le fatigué, mon Luc? Non, un petit dimanche soir, là, fantasy, on est prêt. Perfect. Donc, déjà, semaine 15 d'action. Petit retour sur la semaine 14. Nos bons coups, nos mauvais coups. On va y aller avec, commençons par nos bons coups, alors que Séguin et Farabee, ça a très bien été de leur côté. Les deux avec 4 matchs et les deux ont fait 2 buts, 2 passes, chacun en 4 matchs, donc 4 points en 4 matchs pour Séguin et Farabee. On espère que vous avez jumpé dans le rally Séguin-Farabee du côté de nos mauvais coups. Yes, c'est mauvais coup. On était très excités pour les Bruins la semaine passée qui avait 4 matchs. On avait proposé Jake DeBrusk puis Hampus Lindholm qui était sur une bonne lancée. Malheureusement, DeBrusk, fidèle à son habitude des dernières saisons, ça va bien, puis ça va pas bien après. Ça a très mal été. Un seul but, son seul point. Même chose, Lindholm, une seule passe qui a été son seul point de la semaine. Donc, on peut dire que malheureusement, les Bruins, ça a mal été la semaine passée. Donc, pour eux, on espère que finalement, vous ne nous avez pas écouté là-dessus. On peut pas juste faire des bons coups. Hein? Non, on essaie d'être transparent. Maintenant, Oh! semaine 15. Yes, ensuite, on a le résumé de la semaine, les équipes qu'on vous conseille de cibler, des joueurs qui font partie de l'organisation parce qu'ils ont soit un bel horaire, soit un nombre de matchs qui est intéressant cette semaine. Il y a énormément d'équipes à 4 parties, souvent à l'approche du match des étoiles. Il y a une accélération des activités. Donc, la première équipe qu'on recommande, en fait, c'est les Devils du New Jersey qui vont affronter Boston lundi. Mais ensuite, 3 équipes qui allouent un peu plus de buts, soit le Canadien, les Blue Jackets et les Stars. Ensuite, l'Avalanche du Colorado qui a seulement un off-night qui est le mardi. Mais il commence avec un back-to-back contre le Canadien et les Sénateurs lundi-mardi. Boston jeudi, puis Flyers samedi. On finit avec les 2 équipes de New York, les Islanders et les Rangers. Les Islanders qui ont 3 fenêtres, donc le mardi, vendredi et le dimanche, lorsqu'ils affronteront le Wild, les Jets, Chicago et Dallas. Puis les Rangers qui ont 2 fenêtres, donc mardi et dimanche, qui affronteront le Kraken, Vegas, Los Angeles, qui a une très bonne moyenne de buts à lui, par exemple. Mais c'est intéressant parce que le lendemain, ils affrontent les Ducks pour terminer la semaine. Une stratégie. Ouais, vas-y, allez. Yes. Ben, comme tu as dit, plusieurs équipes à 4 matchs cette semaine, mais il y a encore 3 équipes qui ont seulement 2 matchs. Donc, comme mentionné dans nos autres capsules, on essaye d'éviter ces équipes-là. On veut des joueurs qui ont beaucoup de matchs et qui jouent dans les off-nights. Donc, on essaye d'éviter cette semaine des joueurs des Penguins de Pittsburgh, des Blue Jackets et des Jets de Winnipeg. Ouais, cette semaine, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer la semaine avec une équipe qui a un back-to-back, mettons l'Avalanche, les Highlanders ou les Ducks, même le Kraken. Ensuite, dropper ce joueur-là pour un joueur du Canadien, parce que le Canadien a un back-to-back mercredi et jeudi contre les Devils et les Sénateurs. Puis ensuite, le dropper pour un joueur qui joue le samedi, le vendredi samedi ou le samedi dimanche. Ça, il y a plusieurs équipes, les Devils, les Rangers, Flyers, Ottawa, Dallas, Toronto. Excellente Puis, stratégie. Une chance qu'on n'est pas contre cette semaine. mais c'est ça, ça dépend du nombre de ads que vous avez le droit dans une semaine et une saison. Ensuite, Yes, donc maintenant, les joueurs à ajouter cette semaine. On commence avec JT Comfort. Ça fait drôle à dire parce qu'il n'y a aucun point à ces 5 dernières parties. Mais ce qu'on aime, dans le fond, on aime le potentiel de Comfort qui est maintenant rendu sur la deuxième ligne avec un certain Patrick Kane et son compatriote Alex DeBrincat. Donc, au centre de ces 2 joueurs très talentueux-là, il devrait performer. En plus, il est rendu sur la première ligne d'avantage numérique et JT Comfort a toujours été sur le premier des avantages. Donc, il est vraiment utilisé à toutes les sauces. C'est le genre de joueur qu'on aime. Sur, sur notre plateforme, j'ai un petit blanc, Yahoo, il est ailier gauche, ailier droit. C'est bizarre parce qu'ils jouent tout le temps ensemble et ils jouent au centre depuis le début de l'année. Donc, Yahoo devrait faire une modification, une mise à jour et ajouter le centre. Donc, il devrait avoir les 3 positions offensivement.
si on se fie aux dernières années lors de leur mise à jour. Il est présentement 23% roster et c'est un gars qui joue environ 20 minutes par match. Donc, tel que mentionné, il joue à toutes les sauces. On poursuit avec Evan Rodriguez. Rodriguez, c'est un joueur de séquence. Il faut se rappeler, c'est ça année après année. Parlant de joueurs qu'il y a les trois positions sur Yahoo, Evan Rodriguez est centre, ailier droit et ailier gauche. Donc, il y en a peu. On essaye des spots et de les prendre dans notre équipe. En plus, il joue avec un certain Barkov et Reinhardt qui sont tout feu, tout flamme cette année sur la première ligne de l'équipe. Présentement, 40% roster. Evan Rodriguez et JT Comfort ont 3 matchs cette semaine. C'est ensuite Gustav Nyquist chez les Prédateurs qui connaît une saison exceptionnelle. Il est sur la première ligne accompagné de Forsberg et Ryan O'Reilly. Quelle saison connaît-il à sa première année à Nashville? Pour Nyquist, malgré ses 35 ans, là, on pense que ça peut être une option très intéressante en raison de l'horaire des Prédateurs cette semaine. Nyquist qui vient de terminer une séquence de 14 points sur ses 10 dernières parties. Il y a juste la dernière partie qui n'a pas eu de points. Mais c'est ça, avec l'horaire qu'ils ont, ça peut être très intéressant. Ils ne semblent pas ralentir. Il y a quelques joueurs justement qu'on va parler, là, que c'était des joueurs qu'on attendait avant de parler, avant de recommander, entre guillemets, parce qu'on se disait que ça ne pouvait pas continuer. Mais là, Nyquist semble vraiment avoir trouvé sa niche et de rouler sa bosse en fait, cette saison avec ses compagnons de trio. Ensuite, parlant encore une fois de joueurs qui est un peu en montagne russe, on peut dire, Dawson Mercer, surtout cette saison. Quel mauvais début de saison il a connu, malgré une année de contrat pour lui, c'est sa dernière année, pour son entry-level contract. Écoute, je pense qu'il n'y avait aucun point, ou 2 points, je pense, à ses 20 premières games, quelque chose comme ça. C'était pas aussi grave que ça, mais en fait, c'était terrible. Il était rendu sur la 3 4e ligne, soir après soir. Puis, il y a eu une belle occasion avant Noël de monter un peu les trios, chose qu'il a pris avantage. Écoute, depuis, il a été tout feu, tout flamme. Comme dit, il est très en montagne russe. Ça a redescendu, ça a remonté, il a produit, il a arrêté de produire. Mais avec toutes les blessures qu'ils ont, là, il est de retour sur le premier trio. Puis on l'a dit, les Devils ont un très bel horaire cette semaine. Et ils jouent avec Ishiar qui vient de revenir de blessure et Ola. Mercer qui est très intéressant aussi en termes de longévité. Le 4 janvier dernier, c'était sa 200e partie consécutive dans la LNH, donc sans jamais être blessé, quoi que ce soit. Fait que pour une acquisition long terme, c'est intéressant aussi s'il est capable de continuer à produire. Par la suite, un défenseur cette semaine qui, tout le monde en a entendu parler, il a été recommandé par la majorité des sites également, mais Brock Faber, un autre qu'on attendait de parler. En fait, on en avait parlé dans la section les joueurs à surveiller, à garder à l'œil il y a quelques semaines, mais maintenant, on peut dire qu'il a vraiment réussi à prouver puis à conserver sa place importante euh, dans l'organisation du Wild. Il est sur le premier trio, première paire défensive, il joue sur le premier power play, puis il joue sur le premier piqué, en fait. Donc, il est en première position dans tout. C'est vraiment le défenseur numéro 1 de l'organisation en ce moment. Peut-être que ça va changer quand Spurgeon va revenir également. Mais pour l'instant, il est utilisé dans toutes les sources. Il joue en moyenne 25 minutes quelques par partie. Donc, c'est un joueur qui peut être intéressant dans toutes les catégories, surtout dans les ligues où les points en power play ou en piqué peuvent donner des points additionnels, en fait, là, juste donner plus de points que si c'est juste un point à 5 contre 5 dans un contexte régulier. Donc, très intéressant de ce côté-là, même si on sait qu'il a été recommandé beaucoup. Là, il est juste 39% rostered encore sur Yahoo. C'est fou pareil parce que quand on l'avait mis dans les joueurs à surveiller, il me semble qu'il y avait autour de 5% de roster. En quelques semaines, il est quand même augmenté très, très rapidement. Écoute, on en parlait, je viens d'aller voir la semaine 11, il était à 10%. 10%. C'est fou, en un mois, un gros 29%. Maintenant, les joueurs à surveiller, justement, à garder à l'œil. Commençons par le nouveau venu. Grosse transaction survenue, justement, cette semaine. Jamie Drysdale qui se joint aux Flyers de Philadelphie. Il a fait son premier point contre le CH. Et dans le fond, en 2 matchs à Philadelphie, il y a 2 passes. C'est le genre de joueur qui
capable de faire des tirs, capable de faire des mises en échec et capable de faire des block shots. Donc, c'est le genre de défenseur qui va être très aimé à Philadelphie et qui va être très utilisé. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore le temps de l'ajouter à votre alignement si ce n'est pas déjà fait. 36% rostered présentement sur Yahoo. Les Flyers ont en plus 4 parties cette semaine. Ils jouent sur le premier pairing avec Travis Hanheim, qui connaît également une excellente saison. Donc, Jamie Drysdale, un petit gars surveillé, malgré le fait que ça fait seulement 2 parties à Philadelphie. Il y a gros potentiel là-bas. Puis Par garde la suite, en santé également, là, c'est vraiment une belle option. yes. Par la suite, Michael McLeod. Ça fait la semaine passée, on a parlé de son frère Ryan. Ça a très bien été. Maintenant, Michael McLeod, qui, avec toutes les blessures au New Jersey, profite de ça et est maintenant rendu sur une deuxième ligne. Il joue avec un certain Tyler Toffoli et Jesper Bratt. McLeod a seulement 7% rostered présentement sur Yahoo. Il joue sur la deuxième ligne avec les deux joueurs que je viens de mentionner. Il ne joue pas en avantage numérique, par contre, ça peut faire mal. Il perd des points d'avantage numérique si jamais ça vous fait des points supplémentaires. Mais c'est un gars également qui est capable de faire des mises en échec et des tirs, donc il est capable d'aller vous chercher des points là. Donc, Michael McLeod, pas pour une longue séquence, mais pour présentement, avec les blessures au New Jersey, comme Luc en a parlé tantôt, belle semaine. Donc, pour une courte période, un gars à surveiller. Yes, ensuite, les deux prochains joueurs, on parle d'Arturi Lekkonen puis Logan Couture, qui étaient deux joueurs, ça fait très longtemps qu'ils ont été blessés. En fait, Couture qui va faire son début de saison probablement cette semaine. Puis Lekkonen qui va jouer pour la première fois depuis mi-novembre, puis avant ça aussi, il avait raté des parties. Donc, c'est deux joueurs qui sont seulement rostered à 34% pour Lekkonen, puis 36% pour Couture. On parle de deux joueurs qui risquent de jouer sur le premier trio également. Couture, c'est pratiquement certain. Lekkonen, ça va dépendre s'il est capable de tasser. En fait, les trios changent quand même au Colorado. Des fois, c'est Valérie Nichushkin. Des fois, c'est Jonathan Drouin, Rantanen. Mais une chose est sûre, McKinnon va rester là. Puis, on sait que Lekkonen, et McKinnon, ça allait bien également. Mais même s'il se ramasse sur un deuxième trio, Lekkonen, il va être capable de produire avec tout le talent qu'il y a là-bas. Il risque de jouer sur le deuxième power play, puis c'est sûr qu'il va jouer en désavantage numérique également. Je sais qu'il a déjà joué sur le premier désavantage numérique. Bref, peut-être que ça va être plus tranquillement, mais c'est sûr qu'il va jouer en désavantage numérique également. Logan Couture, assurément sur le premier avantage numérique également. Lui qui est juste, comme dit, 36% rostered. Il y a juste la position de centre, Logan Couture, puis ailier gauche pour Lekkonen, par exemple. Puis, le dernier joueur qu'on pense qui est intéressant pour cette semaine, donc de garder un œil dessus, un autre joueur qui joue en montagne russe cette semaine, ça a été le thème pas mal. Hein. On parle de David Perron, un petit peu d'ici encore une fois. 46% sur Yahoo. Maintenant, il est rendu sur la première ligne, premier powerplay. Il joue pas des avantages numériques, bien évidemment. Puis, il y a les positions d'ailier gauche et ailier droit sur Yahoo. 6 points à ses 7 dernières parties. Puis, lui aussi, avec les quelques blessés qu'ils ont eu, les remaniements de trio, lui qui complète une très belle ligne avec Dylan Larkin et Lucas Raymond. Yes, je vais juste terminer en mentionnant un petit clin d'œil sur deux joueurs qu'on avait parlé la semaine passée dans Garder à l'œil qui ont très bien fait cette semaine. Joe Drouin, ce gars d'ici, continue de très bien performer. On est content pour lui. Et Dylan Gunter, qu'on avait été avec un long shot. Finalement, il est compté à ses 2 premières games cette année. Ouais. Donc, that's it pour ça. Voilà. Thank you. On se voit à la semaine 16. Bonne semaine, Luc, et bonne nuit. Bonne semaine, bonne nuit, les gars. Oh, boy. C'était pas le meilleur. C'était pas notre pire. Arrêtez.